Qui veut la peau de nos généralistes aux éditions Albin Michel. Et ils appellent comme tous les matins au 0826 300 300. Oui, alors votre livre, on le disait avec Cécile, qui veut la peau des généralistes, c'est la défense des médecins de ville, des médecins de campagne, médecins de famille, évidemment, particulièrement important. Ça, on va en parler dans un second temps. Mais juste avant, il y a quand même l'actualité en fait du moment, toujours avec cette lutte contre le Covid. Vous-même, vous avez été en première ligne, les fantassins, comme je les appelle, sans beaucoup de protection. Vous l'aviez dit en fait ici à ce micro, sans aucune protection. Ou très peu, parce que il n'y avait pas beaucoup de masques, etc. Vous le décrivez dans votre livre. Aujourd'hui, là, quel est votre sentiment là par rapport à la progression justement de l'épidémie? Là, on est un petit peu inquiet parce que on voit bien que ça augmente. On voit là où vous voulez les chiffres. Il y a 4000 personnes en réanimation. On a vu on savait que ça circulait pendant l'été, que le virus était toujours là, et puis avec la reprise de l'activité, des transports, de l'école et du travail, ça a redémarré. Et puis comme l'épidémie doublait à peu près, au lieu de doubler tous les 3 jours, comme au mois de mars, ça doublait tous les 14-15 jours, mais à un moment donné, là, quand ça a doublé, la semaine où ça a doublé, là, on a atteint une courbe qui grimpait vraiment très fort. Et là, c'est là que le gouvernement a décidé non pas de confiner pour protéger l'économie, mais d'essayer de ralentir la contamination. Et on voit bien, pour donner un peu d'espoir, il y a eu une petite baisse de la courbe, même si on a des taux encore très importants. Il y a une petite baisse de la courbe qui est certainement due à l'effet du couvre-feu qui date d'il y a maintenant quelques semaines. Et puis aussi les vacances scolaires de la Toussaint qui, à chaque épidémie, quand il y a moins de contamination dans les écoles, les parents prennent des vacances, etc. Il y a toujours un petit coup d'arrêt. Ça se constate pendant la grippe. Donc là, il y a eu un petit coup d'arrêt. Là, d'ailleurs, c'est complètement, franchement, insensé. Même si politiquement, c'est incorrect de dire qu'il ne fallait pas rouvrir les écoles. Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on fait cette chasse, par exemple, aux petits commerçants qui faisaient quand même attention dans leur commerce. Vous n'avez jamais plus de 2-3 personnes. Et on envoie des enfants, des collégiens, des lycéens à l'école avec un minimum en fait de protection. Certes, ils ont les masques. Mais dans les cantines, ils enlèvent les masques pour manger. Non, mais c'est pas facile de. D'accord, mais c'est pas facile. Mais attendez, c'est pas facile de gouverner en ce moment. Et là, vraiment, écoutez, j'ai suffisamment tapé sur le gouvernement pour tenter d'expliquer les défendre un petit peu. Vous-même, qu'est-ce que vous voyez débarquer dans votre cabinet? Mais effectivement, il y a des choses qui sont effectivement pas prises, c'est-à-dire dans les cantines, dans les écoles, les cantines dans les entreprises, où les gens sont proches les uns des autres. Et on sait bien que quand on mange, c'est là et qu'on parle, on n'a pas de masque, et donc là, il y a quand même des gouttelettes qui partent, et l'aérosalisation aussi, on sait que les aérosols sont contaminants, donc il y a des endroits dans les écoles, les cantines, et au travail, les restaurants d'entreprise, c'est là que les gens se contaminent, et puis surtout aussi, il ne faut pas négliger non plus, dans les familles. Parce que dans les familles, les gens, quand ils arrivent chez eux, ils ont le sentiment qu'ils sont en sécurité. Alors on est dans une période où on n'ouvre pas grand les fenêtres pour vraiment foutre le virus dehors, parce qu'il commence à faire froid, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut s'habiller plus chaudement, il faut vraiment aérer, et puis prendre des précautions quand on est dans la famille, parce qu'il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui vont à l'école, qui peuvent ramener le virus. On n'embrasse plus ses enfants. On n'embrasse plus ses enfants. Même s'ils ont 12 ans, 9 ans, 12 ans, ça va, on peut encore éviter des... Mais non, mais bien sûr. Jean-Paul Hamon, il faut être sérieux 2 secondes. Je vous assure que c'est ça. Écoutez, les gens qui mangent ensemble, même une réunion, ils font pas la fête. Ils sont à 80 cm les uns des autres. Il y en avait un qui était positif, il ne le savait pas, il a contaminé les 3 autres. Vous avez une famille où il y a des gens, ils se réunissent à 5 ou 6, ils s'embrassent pas, ils font pas la fête. Mais il y en avait un contaminé, il y en a 6 d'autres de contaminés. Donc c'est la contamination domestique, elle est très importante, il faut pas la négliger. Et puis c'est l'école, c'était indispensable si on voulait pas arrêter le travail parce que les parents pourraient pas aller bosser. Donc tout ça, si vous voulez, le gouvernement est coincé entre maintenir l'épidémie de façon à ce qu'elle soit contrôlable, notamment au niveau des réanimations parce qu'elles sont pas extensibles, et puis maintenir une activité économique. Donc tout ça, si vous voulez, c'est pas c'est pas non mais là on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de faire tous des efforts, il faut porter des masques, il faut se laver les mains, il faut aérer les fenêtres, il faut respecter les distances. Comme on le fait là. Et voilà, et donc il faut c'est capital. Comment vous traitez les malades, vous, aujourd'hui ?
quand ils viennent, justement. Ça dépend. Là, moi, j'ai constaté que dans une EHPAD où je vais voir mes patients, il y a un médecin qui, justement, a décidé de ne plus hospitaliser les personnes très âgées, qui, de toute façon, ne supporteraient pas la réanimation. Et donc, elle les garde avec un bon résultat, c'est-à-dire qu'elle les met sous oxygène, elle les met sous anticoagulants parce qu'il y a des risques d'embolie, on le sait maintenant. Elle leur donne de la cortisone. Bon, et puis c'est bien. On réussit à maintenir comme ça des gens à domicile avec une surveillance quand même qui est relativement importante, sans les hospitaliser, sans encombrer les hospitalisations. Donc c'est vrai qu'on prend peut-être un petit risque, mais le risque, il est minime compte tenu du fait que si ces gens-là allaient en réanimation, ils ne supporteraient pas la rééducation après une assistance ventilatoire. Donc c'est ce qui se passe d'une façon générale, d'ailleurs, quand on sort de réa. Il y a beaucoup de dégâts, souvent. Mais il y a beaucoup de dégâts, puis surtout indépendamment du Covid, quoi. Oui, mais si les gens on sait que les gens vont pas supporter, parce qu'en fonction de l'âge, en fonction des pathologies, en fonction de la fatigue, on sait qu'ils vont pas supporter la rééducation, donc c'est pas la peine de leur faire souffrir, de leur imposer. C'est pas, on s'acharne pas, quoi. Hein. C'est pas de l'abandon de patient, mais c'est une prise en charge correcte, humaine de la maladie. Donc il faut effectivement éviter d'hospitaliser les gens. Là, en sortant de consultation, je vais aller voir quelqu'un dont je sais que je n'hospitaliserai pas. Il est en fin de vie, c'est pas la peine qu'il aille passer ses dernières heures à l'hôpital. Voilà. C'est ce qu'on appelle le tri ou pas? Non, c'est pas du tri, non, c'est une prise en charge humaine. C'est une prise en charge humaine, adaptée, des pathologies, des fins de vie, si vous voulez. Hein. Là, dans le cas, c'est une fin de vie, et c'est pas la peine de trimballer ce pauvre. Elle est plus digne à la maison qu'à l'hôpital. Elle est plus digne à la maison, les enfants sont là, il est entouré, il va partir tranquillement. C'est ça, malheureusement, c'est la vie, et c'est le quotidien des médecins généralistes. Heureusement qu'on voit pas ça tous les jours, mais ça fait partie de notre métier de médecin généraliste. En tout cas, il y a beaucoup de questions pour vous au standard au 0826 300 300, et on a Alian qui est avec nous. Bonjour. Elian, pardon. Oui, bonjour Sud Radio, et bonjour docteur Hamon. Je suis intrigué depuis le début de cette épidémie par le fait que les pouvoirs publics ne semblent pas avoir pris conscience de l'importance de la médecine généraliste en tant que médecine de terrain, et notamment dans l'activité de ce que j'appellerais la veille épidémiologique. Et or, il se trouve que les médecins généralistes sont les premiers à avoir contact avec les malades sur les territoires de la République, que ce soit la commune. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'était de savoir si, parce que je me suis rendu compte par ailleurs qu'il y a beaucoup d'élus locaux, notamment des petites communes et des villes moyennes, en discutant comme ça, qui ne connaissent pas les données épidémiologiques sur leur territoire. Ouais. Et je me suis rendu compte, je me suis posé la question, et ça tombe bien que vous soyez là, est-ce que vous ne pensez pas que l'articulation du pouvoir municipal et de la capacité et de la compétence de la médecine généraliste permettrait de créer à l'échelon le plus réaliste du découpage territorial une veille épidémiologique qui permettrait à la fois de mieux connaître la maladie et de pouvoir mieux agir? Une cellule de veille épidémiologique permettrait d'anticiper dans les épidémies la production, de fournir aux médecins, par exemple, les premiers masques, les premiers produits dont ils ont besoin dans l'urgence, je veux dire, sur les quelques semaines, vous voyez ce que je veux dire, et d'intervenir. Et moi, ce qui me paraît curieux, c'est que j'ai l'impression que rien n'est fait pour que la médecine généraliste puisse justement s'articuler aux institutions locales pour donner ensuite la possibilité de travailler directement et aux médecins comme aux élus de travailler sur leur territoire et éventuellement de prendre des mesures de confinement parfois plus adaptées. Question centrale qui est au cœur d'ailleurs du livre en fait de Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon. Oui, mais de toute façon, il existe déjà des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux sentinelles, qui surveillent notamment l'évolution de la grippe. Alors, ils sont dispersés un petit peu sur le territoire. On a réduit un petit peu ces moyens et c'est bien dommage parce que ça permet de savoir région par région quelle est l'évolution de l'épidémie. Et là, nous, on va bientôt être en possession d'un test, d'un tri-test qui va permettre de faire le tri entre quand les gens présentent un syndrome grippal
capital entre la grippe, de faire la distinction entre la grippe, la Covid ou le VRS, le virus syncytial. Et donc ça, ce sont des tests dont on va pouvoir bientôt disposer. Là, j'espère qu'on va en avoir bientôt, et ça permettra comme ça de faire le tri, de pas confiner des gens inutilement. Et pour nous, c'est capital. Mais ceci étant, vous savez, ce livre, il est né du mépris des autorités pour la médecine générale, qui n'était pas inclus dans le dispositif initial, pour lesquels n'était prévue aucune protection, parce que on nous a dit qu'il y avait une directive qui avait été envoyée nécessitant qu'on se fournisse en masque il y a quelques années. Je peux vous certifier qu'aucun médecin libéral n'a reçu cette directive. Par contre, les directeurs d'hôpitaux l'avaient reçue et avaient reçu même une dotation pour se fournir en masque et protection. Or, les médecins libéraux n'ont absolument pas été prévenus. Donc, on n'a pas eu de masque. Et non seulement on n'a pas eu de masque, mais en pleine pandémie, alors que déjà on comptait nos morts, on devait être à 25 ou 30 morts sur les 51 qu'on a eu et 5500 médecins contaminés. En pleine pandémie, la Direction générale de la santé pondait un texte disant que les médecins généralistes n'étaient pas prioritaires pour avoir des masques FFP2, ceux qui protègent quand on est vraiment au contact du patient. Donc, si vous voulez, il y en a quelques-uns dans l'administration qui sont vraiment anti-médecins généralistes ou qui ignorent nos capacités. Ouais, on va en reparler dans un instant avec vous, et puis vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Hein, Jean-Paul Hamon. Et on revient dans un instant avec ce livre Qui veut la peau de nos généralistes. C'est une bonne ordonnance, ce livre. Albin Michel. Oui, c'est une bonne façon de mettre à l'honneur aussi les généralistes. À tout de suite, 9h30. Il est 9h33, on espère que vous êtes en forme avec le docteur Jean-Paul Hamon. J'ai baillé un tout petit peu parce que non, mais c'est vrai qu'on se lève tôt le matin. Qui veut la peau de Patrick Roger, non, qui veut la peau de nos généralistes aux éditions Albin Michel. J'avais juste quelque chose dont on ne se rend pas compte dans votre livre, Jean-Paul Hamon, c'est que finalement très peu de Français, plus de 5 millions de Français n'ont pas de médecin généraliste. Non, pas de médecins traitants. De traitants, pardon. Alors, sur les 5 millions qui n'en ont pas, en fait, il y en a quand même la moitié qui n'en veulent pas. Qui décident de ne pas en avoir. Ça, c'est une chose que j'ai découvert avec la caisse d'assurance maladie. Parce qu'ils n'ont pas envie, ils pensent qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être fliqués, puis il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de coordination des soins. Ils se votent une consultation chez tel ou tel spécialiste, ils y vont, et puis il n'y a aucune coordination, et la personne est un peu moins bien remboursée, et puis elle s'en fout un peu, quoi. Donc c'est regrettable. C'est un problème en crise sanitaire avec le Covid, non? Pour le suivi justement médical. Il n'y a pas besoin de la Covid pour avoir... non, mais encore plus aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est important qu'il y ait une coordination des soins, et c'est important qu'il y ait un médecin qui soit là pour vous écouter. C'est regrettable qu'il y en ait quand même la moitié qui n'en trouvent pas. Hein. Sur les 5 millions, il y a la moitié qui ne peuvent pas trouver de médecin traitant parce que la France est en train de se désertifier, et puis parce que, mais ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est en train de le dire, que la France va se désertifier de ses médecins, et c'est pas spécial à ce gouvernement qui n'a rien arrangé, mais les autres ont précédé et sont responsables. Hein. Vous avez eu un numerus clausus, c'est-à-dire qu'après 68, là, il y avait eu 25 000 médecins, 25 000 étudiants qui s'étaient inscrits en médecine. Donc les types ont dit le haut là, parce qu'on dit là... Il va en avoir trop. Il va y en avoir trop, puis surtout, il n'y a pas les capacités d'enseignement. C'est-à-dire que c'est pas tout... Là, donc on est redescendu à 9 000. Moi, quand j'ai commencé mes études en 65-66, on allait à la fac de lettres pour la première année, parce que les facs les amphis de la fac de médecine n'étaient pas assez grands. Alors c'était bien, parce qu'à cette époque-là, si vous voulez, il n'y avait pas encore cette féminisation de la médecine, et donc on allait en fac de lettres et on était content de pouvoir aller draguer en fac de lettres, parce que c'était plutôt sympa. Mais bon, maintenant, si vous voulez, c'est... Est-ce que vous avez l'impression que l'administration a voulu à un moment donné, pas tuer quand même, mais en quelque sorte réduire drastiquement et mieux contrôler les médecins de ville, les médecins de campagne, le médecin traitant, quoi. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est l'ignorance de ce qu'est le métier de médecin généraliste par les gens qui nous gouvernent. C'est ça qui est terrible, si vous voulez. Et même actuellement, Olivier Véran, c'est un médecin hospitalier. Son directeur de cabinet, c'était l'adjoint de Martin Hirsch, qui était à la PHP. Donc, il y a une seule médecin libérale, et encore, elle a exercé 1 an et demi au sein du ministère de la Santé, si vous voulez. C'est terrible de se dire que dans un ministère comme celui-là, les médecins libéraux ne seront présentés que par une seule personne, et encore, qui n'a qu'une voix de conseillère, qui n'est pas prépondérante. Mais parce que pendant des années,
ça remonte à il y a 25-30 ans, on considérait les médecins comme le nanti, le notable en fait du quartier, de la ville, du village, etc. Oui. Et il y a eu une paupérisation progressive en fait de ces médecins. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai remplacé, si vous voulez, moi quand j'ai choisi le métier de médecin généraliste, je savais que ça allait être un métier dur. Ouais. Ouais, c'est un métier que j'avais choisi. Mais en même temps, on arrivait dans ce métier, il n'y avait pas de garde organisée, il n'y avait pas de tour de garde. Non. J'ai connu l'arrivée des premiers tours de garde. C'est-à-dire qu'on était de garde obligatoire. Une nuit. Oui, de garde obligatoire, une nuit tous les 4. Alors un peu dans la campagne, c'est simple. Moi, les remplacements que je faisais en campagne, je ne savais pas si j'allais dormir. Ouais. Parce qu'il y avait 2 médecins dans le patelin, en plus avec une petite guéguerre, etc. Donc, oui, ça a commencé après les heures de travail. Oui, c'était naturellement après les heures de travail. Et puis moi, ça m'arrivait de partir faire des accouchements avec une salle d'attente pleine. Et puis quand je revenais 2-3 heures après, la femme qui s'occupait de la cuisine, du secrétariat, du ménage me disait venez manger. Alors je me disais mais attendez, j'ai la salle d'attente. Il me dit venez manger, vous savez pas ce qui vous attend. Et dans la salle d'attente, personne ne protestait parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre ils auraient besoin de ce médecin-là. Mais maintenant, si vous voulez, si moi je quittais mon cabinet pour aller faire une urgence, alors qu'il y a que 3-4 personnes, je peux vous dire que je reviens, c'est l'émeute. Oui, mais la société a changé aussi, puisque vous parlez de la féminisation, et c'est vrai que les femmes aujourd'hui veulent rentrer à la maison pour s'occuper de leurs enfants, en tout cas les femmes médecins. Vous parlez aussi du fait que ces médecins veulent être salariés, donc il y a une société qui change aussi. Non, les femmes médecins, vous savez, elles travaillent beaucoup. Moi, je suis associé avec 2 femmes médecins, elles travaillent en moyenne 50 heures dans la semaine, ce qui est quand même pas mal. Mais vous dites dans votre livre qu'elles prennent leur mercredi, qu'elles prennent leur vendredi parfois pour s'occuper de leurs enfants. Oui, ça c'est Rosenweg qui le dit. Parce que non mais c'est les plus jeunes. Rosenweg, il les connaît pas. Non mais c'est sur les plus jeunes générations. Non mais bien sûr, non mais attendez, moi ça m'est arrivé de marcher dans le Morvan sur la maison de Château-Chinon et je pense à cette femme médecin qui s'était installée et dans un patelin où il n'y en avait pas. Et elle s'est associée avec une sage-femme. Et d'entrée de jeu, elle a dit à ses patients, écoutez, je vous demande une seule chose, je suis le seul médecin dans le coin, respectez mon mercredi, que je puisse m'occuper de mes enfants. Et les patients, ils sont tellement contents d'avoir un médecin qui est là, qui peut s'occuper d'eux les autres jours de la semaine, qui respecte ce mercredi. Donc si vous voulez, tout ça, ça fait partie d'un deal entre les patients et puis le médecin. Mais vous savez, moi, quand je remplaçais à la campagne Amélie Dumaine, souvent les patients disaient ah, il est encore parti en vacances. Le type, il était jour et nuit sur les routes. Et par contre, quand je remplaçais à Clamart, dans le groupe où je suis installé maintenant, les gens disaient, oui, c'est normal qu'ils prennent des vacances, parce que, bon, vous voyez, d'un côté, il y avait des gens qui ne comprenaient pas, des gens durs, qui disaient, qui bossaient dur au mal, etc., qui disaient, mais pourquoi il prend des vacances, et les autres, ils disaient, c'est normal. Allez, Marie-Claire est en ligne, au 0826 300 300. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour. Donc, oui, je vous écoute, et je pense aussi, effectivement, que la société a changé, et qu'on n'aura pas, je pense que oui, on va vers plus des médecins qui ont envie d'être salariés et qui n'ont pas la même, je dirais pas qu'ils n'ont pas la même envie que vous, mais ce que vous racontez, moi je l'ai vécu aussi, je suis de votre génération, j'ai vécu d'aller chez mon médecin à 20h le soir, l'appeler en lui disant voilà, mais vous voyez aujourd'hui quand vous allez chez votre médecin, c'est sur rendez-vous, vous avez très peu de médecins qui ouvrent leurs portes, consultation libre de telle heure à telle heure, parce que sinon c'est la salle elle est remplie dès c'est la foire d'empoigne, ça. Et puis je pense que oui, on va vers les médecins qui seront salariés, parce que avant tout maintenant, ils privilégient leur vie de famille et n'envisagent pas de travailler des heures et des heures. Vous avez des médecins salariés dans des cabinets médicaux qui gagnent très bien leur vie. Ce n'est plus qu'une poignée de médecins qui ont envie de travailler comme vous travaillez. Vous n'en trouvez plus. Mon médecin généraliste qui a travaillé pendant le Covid, qui est pas loin puisque il est pas loin de Clamart, mais ça on l'a pas dit non plus. Il m'a dit qu'il avait eu un travail, mais il était crevé, il était pratiquement très tard chez lui, parce que d'abord il y avait plus personne dans les salles d'attente, donc il fallait qu'il aille à domicile, les urgences ne répondaient jamais, il n'était pas protégé comme vous l'avez dit. Donc alors moi je crois quand même que tout ça, ça vient d'une histoire de fric et on en revient toujours au même. Les budgets, alors il va y avoir encore une loi comme il y en a eu, la loi de Roselyne Bachelot, HPSSP là. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles sont vos idées? Parce que quand vous dites qui veut la peau des médecins, qui veut la peau de nos généralistes, d'abord à votre avis, qui veut la peau des généralistes, c'est qui?
Alors, bonne écoutez, question, Marie-Claire. Qui veut la peau des généralistes, c'est l'ignorance de l'administration qui ne s'effraie pas de la désertification galopante, qui pense que le métier de médecin généraliste, il peut être saucissonné, qu'il y a plein d'actes simples qui peuvent être faits soit par des infirmières, soit par des kinés, soit par des pharmaciens, soit par de la téléconsultation. En fait, on assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients, et en même temps, il ne faut pas dire que les jeunes n'ont pas envie de s'installer. Moi, je salue aujourd'hui Sonia et Delphine et Daphné, qui sont deux anciennes internes. Il y en a une qui est installée à Fontenay-le-Fleury en zone désertification, et l'autre qui est installée à Saint-Ouen. Il y a 4 ans, elles étaient chez moi à faire leur stage d'interne, et puis une autre qui était là il y a 5 ans, elle est installée depuis 2 ans à Saint-Ouen avec une autre collègue. Et effectivement, elles travaillent sur rendez-vous, mais c'est pour le confort du patient, pour que le patient n'attende pas trop dans la salle d'attente, mais elles ont été formées pour accueillir des soins non programmés. Vous savez, il y a toujours, les secrétaires ont des consignes pour les patients, c'est-à-dire que pour éviter que les salles d'attente soient pleines, on donne des créneaux horaires aux patients, mais on sait très bien qu'on a souvent des difficultés à respecter strictement les rendez-vous. Mais si quelqu'un a de la fièvre, si quelqu'un a mal, les secrétaires ont pour consigne de le rajouter, de le prendre entre deux, etc. Donc le rendez-vous, c'est pas pour histoire de travailler tranquillement et de peinard, c'est pour justement ne pas avoir des patients qui s'entassent dans la salle d'attente, et qu'on puisse les prendre à peu près avec une demi-heure, 1 heure de retard quand ça chauffe, mais bon, on les prend, et les consignes sont là. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ces 2 femmes-là, elles se sont installées, et je pense notamment à 2 autres internes qui vont s'installer, mais qui vont pas rester dans la région, parce que le problème de la féminisation, c'est que le conjoint, les femmes, elles s'adaptent aussi au boulot du conjoint. Non, mais et c'est ça aussi la difficulté. Parfois, ce sont aujourd'hui les conjoints qui doivent s'adapter en fait aussi aux femmes. Et ça, c'est pas plus mal. C'est pas une mauvaise chose. Non, mais c'est vrai, on était dans les deux sens. Oui, on était à Port-Sainte-Foy en Dordogne tout à l'heure. Il y a des femmes, jeunes femmes médecins qui viennent s'installer. Et puis aussi, la féminisation est une bonne chose, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, nous, quand on a vu arriver notre première associée femme, elle nous a dit: mais attendez les gars, vous prenez des rendez-vous à 20h, mais vous êtes givrés. Moi, je veux être chez moi à 20h, je veux être chez moi. Et ce qui est un horaire normal. Et du coup, on a arrêté de prendre les gens, on a arrêté le dernier rendez-vous, on l'a pris à 19h. Oui, mais alors, c'est vrai, Jean-Paul Hamon. Après 20h, on s'organise, il y a une maison de garde qui est ouverte, si vraiment il y a un problème, les gens y vont de 20h à minuit, ils y vont. C'est pas toujours le cas aussi, parfois en milieu semi-urbain ou rural. En milieu semi-rural, je peux vous dire que les médecins de la Creuse, que je connais bien, ils font des gardes de nuit profondes, ils vont faire des visites des fois jusqu'à 50 km, et ces gens-là, on les salue pas assez. Bon, écoutez, merci Jean-Paul Hamon. En tout cas, votre livre est un plaidoyer justement pour les généralistes, et pour ça, on terminera peut-être là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme d'anonymat où on va chercher un médecin sur Doctolib, lequel est le plus près, disponible, etc. Mais il ne connaît pas, même si il peut y avoir des éléments sur la carte vitale, il ne connaît pas vos réactions. Il connaît pas la famille, il connaît pas la famille. Vous savez, je donne un exemple, mais j'ai 4 familles dont j'ai soigné 5 générations. Et vous savez, moi, il y en a une auquel je pense, où je sais le drame qui s'est déroulé, un suicide, etc. Et je connais les drames de cette famille, je connais ça, et ça, c'est irremplaçable. Le médecin de famille, je ne comprends pas comment l'administration peut s'asseoir dessus et ne pas s'effrayer de la disparition programmée de la médecine de famille, et il serait temps qu'ils se ressaisissent, parce que si les patients n'ont pas un médecin traitant qui connaît la famille, qui connaît les antécédents, qui sait dans quelles conditions vous vivez, je plains les Français pour les années qui viennent. Oui, ça fait partie des bouleversements dans les fameux circuits courts, un peu que l'on évoque en fait aujourd'hui, mais ça en fait partie, de ça, sur la notion de proximité. Merci. Et de lien social. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, donc président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et coup de chapeau aussi au passage quand même à vous, Jean-Paul Hamon, parce que c'est vrai que à l'occasion en fait de ce livre, on peut le dire, vous êtes extrêmement disponible pour l'ensemble en fait des médias, et vous continuez, et vous n'avez pas 45 ans, mon cher Jean-Paul. J'en ai 74, et je viens d'avoir mon 2246e patient médecin traitant, alors que la moyenne est à 870. Et vous avez terrassé le virus.
Oui. Et vous avez terrassé Il l'a le vaincu, sur surtout. au début. Pas une autre. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, Et ce allez. qu'on lit aussi dans ce livre, c'est le désengorgement des urgences qui est important. Peut-être éduquer aussi les patients. Éduquer les patients, Ouais. faire en sorte que les médecins travaillent dans de bonnes conditions, avec des secrétariats, avec des locaux corrects, et surtout avoir les moyens de faire découvrir aux internes, pour qu'ils n'aient plus peur de s'installer, ce métier qui est un métier passionnant à exercer. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon. Qui veut la peau de nos généralistes? C'est chez Albin Michel. C'est un très joli cadeau pour Noël. Oui. Restez avec nous, on revient dans un instant. On va vous parler de la solitude. Et parfois, oui. ça n'est pas que négatif, la solitude. Ouais, non, ça mais peut c'est être vrai. À l'heure du assez reconfinement, positif. il faut Ouais. parfois l'apprécier. Ouais, ouais, Bon, ouais.